Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur LVMH? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, taux d'horizon d'LVMH quantitativement, qu'est-ce que ça donne? Stabilité, croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une croissance des revenus. On aime ça. Vous connaissez à peu près ce qu'il y a lieu de faire quand on regarde les revenus, n'est-ce pas? Il y a des questions à poser derrière, à savoir la croissance provient d'où? Est-ce qu'elle est organique? Est-ce qu'elle est liée à des acquisitions ou c'est un mix des deux? Et que prévoit ici la croissance dans le secteur d'activité, etc. D'accord? Ensuite, on peut regarder sur le volume de croissance sur les dernières années ici, mais ça, c'est juste à titre d'information. Attention, ne pas extrapoler la croissance en se disant qu'ok, on a une croissance de 10% en moyenne sur les 10 dernières années. Donc, si on extrapole à peu près la même chose sur les 10 prochaines années, qu'est-ce que ça va donner? Non. Toujours prendre en considération l'évolution du secteur d'activité et les changements à l'heure actuelle. Généralement, faites simple. Prenez juste la taille du marché et l'évolution moyenne ici du marché. Bon, par exemple, si vous avez une taille de marché ici de 100 milliards et qu'on vous dit que le marché va avoir tendance à croître de l'ordre de 3% pour les 5 prochaines années, dites-vous qu'il y a de grandes chances que LVMH ait au moins 3%, sinon plus. Donc, on commence avec si on extrapole un tout petit peu, on prendra 3%. D'accord? C'est un exemple. Et elle peut croître plus vite que le marché. Et la croissance ici peut être que due à un effet volume, prix ou un mix des deux. Faites très attention. Effet volume, ça veut dire qu'on vend de plus en plus. Effet prix, ça veut dire qu'on a augmenté les prix. Donc, on peut avoir une croissance des revenus avec une diminution des volumes. Faites attention. Et c'est également une entreprise qui vend des produits en détail, qui a ses propres magasins, dont il faut généralement vérifier ici le same store sale, ce genre d'informations-là, si elle présente généralement cette information. OK? Ensuite, on continue. Marge brute, stable ou croissante? On a des marges brutes aux alentours de 68%. En moyenne, on avait du 65%. OK? Donc, les marges brutes augmentent de plus en plus. Et on aime ça. Sur les 20 dernières années, c'était 65. 10 dernières années, 65,78. 5 dernières années, 68,30. Et quand les marges brutes augmentent, est-ce que les marges EBITDA suivent? Ce premier niveau, on a des marges EBITDA qui suivent. On aime ça. Maintenant, que prévoit le business? Alors, le management prévoit quoi par rapport au maintien des marges sur les années à venir? Il faut se dire ici que LVMH, c'est une entreprise qui a un pricing power. Nous sommes d'accord. Mais ce pricing power-là peut également s'étioler dans le temps si la stratégie de marketing n'est pas bonne. À savoir si on commence à faire beaucoup de promotions, etc. Il faut faire attention ici. On continue. Ensuite, on va comparer ici les free cash flow et les net income. C'est une compagnie européenne. Elle vend également dans ses propres magasins. Donc, il faut faire attention à ces free cash flow. Parce que ces free cash flow peuvent être impactés positivement ici par les loyers. Donc, faites attention. Quand on prend les revenus ici, OK, free cash flow, excusez-moi, et les bénéfices nets, on les compare, on les met sur le même graphique. On a à peu près quelque chose qui va dans le même sens. On aime bien ça. Donc, je peux me dire ici que les bénéfices nets ont tendance à représenter la véritable rentabilité de cette compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de marge? Ça veut dire ici que je peux prendre des marges de 12%, tout en sachant qu'elle gagne vraiment 12% en cash. Parce que vous pouvez avoir des bénéfices nets positifs tout en ayant des free cash flow négatifs. Il faut faire très attention ici. Ça ne veut pas dire que vous gagnez de l'argent ici, parce que ce sont les free cash flow qui comptent à la fin de la journée. C'est avec les free cash flow qu'on paye la dette. C'est avec les free cash qu'on rembourse la dette, qu'on rachète des actions, on fait des acquisitions, on paye le dividende. Donc, s'il n'y a pas de free cash flow, il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de rachat d'actions, il n'y a pas de remboursement de la dette. OK? Donc, ici, on regarde l'évolution également sur les 20 dernières années, 12%, 12,28%. Sur les 10 dernières années, 13,47%. Sur les 5 dernières années, 17,61%. Soit une évolution assez... enfin, on a une très bonne évolution, surtout sur les 5 dernières années ici. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on va maintenir ce niveau-là ou est-ce qu'à partir de ce niveau, on pourrait s'attendre à des niveaux de plus en plus élevés? Il ne faut pas sous-entendre que ça sera le cas parce que ça s'est passé comme ça précédemment. Faites très attention. Donc, on regarde maintenant la dette nette sur EBITDA. Pour ce genre d'entreprise inférieure à 5, c'est correct. Pour ce type d'entité-ci, à ce niveau-ci, on a du 1. Donc, c'est-à-dire ici que je regarde la dette du point de vue volume. Si on devait rembourser la dette ici avec les EBITDA, le remboursement, on aurait remboursé la totalité de la dette ici en 1 an. Mais je rappelle ici qu'on ne rembourse pas la dette avec l'EBITDA. On rembourse la dette avec quoi? Les free cash flow. Donc, il faut également comparer par rapport au free cash flow. Malheureusement, ici, vous devez le faire manuellement. C'est-à-dire qu'on a du 27 milliards de dette nette ici.
On a du free cash flow aux alentours de voilà, 11 milliards par là. Est-ce que le 11 milliards, on s'attend à avoir du 11 milliards sur les années à venir parce que c'est ce que ça sous-entend. On ne va pas juste prendre 11 milliards en date d'aujourd'hui alors que d'habitude, on sait une entreprise qui a du 2 milliards. OK? Donc, en prenant le chiffre actuel, on sous-entend qu'il va perdurer dans le temps. Donc, si on compare par rapport à ce qu'on a ici, grosso modo, elle peut repayer sa dette nette en moins de 3 ans. On aime ça. Avec des free cash flow. C'est parfait. Maintenant, on va regarder ici le retour sur capitaux investis. Pour ce genre de business, enfin, attention, le ROIC, il faut toujours connaître à peu près la base de son calcul parce qu'il peut changer dépendamment des plateformes ici. Donc, sur cette plateforme-ci, le ROIC est calculé dette à long terme, plus dette à court terme ici, plus ici les loyers, la dette, les loyers, plus l'equity. Et je vous ai dit ici que du point de vue equity, je n'aime pas trop ça. OK? Mais ce n'est pas plus grave. Ça nous donne une idée générale du ROIC moyen parce que si on l'ajuste un tout petit peu, on aura quelque chose de plus élevé que ça. On a du 17%. Pour une entreprise, toujours à comparer avec le secteur d'activité, bien sûr, mais pour une entreprise, pareil, on s'attend à du 15% en moyenne. Et ce qui est important, c'est la stabilité. La stabilité. Et vous voyez ici que les marges sur les 20 dernières années sont de 13,95, 10 dernières années 15,70, 5 dernières années 15,70, 3 dernières années 17,66. Donc on a une évolution. Très bien. Maintenant, combien est-ce que vous allez payer pour ce genre d'entreprise? Déjà, avant, on vérifie la dette, le nombre d'actions. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Ça diminue timidement sur les dernières années. Donc, on a un projet de rachat d'actions ici. Maintenant, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre d'entreprise qui augmente ses marges, une certaine croissance assez respectable ici, paraît avoir une certaine, un marché, est situé sur un marché ici qui a tendance également à être en croissance. Combien de fois les bénéfices vous allez payer pour cette entreprise? Moi, je vous dirais 25. OK? C'est le maximum que je paye pour une entreprise. Je ne paye pas 30, 40, 70 fois les bénéfices pour une entreprise. Maximum, c'est 25. Minimum, c'est 10. D'accord? Et après, on peut fonctionner entre deux ici, dépendamment du secteur d'activité. Je prends 25 fois les bénéfices. On sous-entend ceci. Est-ce que ce business, cette entreprise-ci est prévisible? C'est-à-dire que est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre d'entreprise? On va regarder. Les attentes des analystes ont tendance également à fluctuer. Donc, on voit ici que sur les 10 dernières, à peu près sur les 10 dernières années, ils se sont trompés 3 fois, la pandémie inclus. Mais n'oubliez pas ici que le chiffre n'est pas gravé dans la roche. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si on s'attend à avoir du 39, par rapport à 2024, 32,45 €, dites-vous qu'il y a 6 mois, c'était 35,87 € attendu. Donc, ça fluctue. C'est la raison pour laquelle on se base d'abord sur ce qu'on a eu dans le passé avant de se projeter dans le futur. Donc, ça veut dire que j'achète déjà l'entreprise. En date d'aujourd'hui, j'aimerais savoir est-ce que l'entreprise a les capacités d'au moins rapporter la même somme que l'année précédente, soit 2023. Si la réponse est oui, à partir de là, on peut se projeter. Je ne veux pas surpayer par rapport à ce qu'on a eu tendance à rapporter dans le passé. Donc ici, aujourd'hui, si c'est une entreprise qui négocie à 25 fois les bénéfices, donc techniquement, elle devrait être aux alentours ici des 778 $. Sans prendre en considération la dette, bien sûr. Donc, euros, excusez-moi. Par rapport au prix actuel, bon, c'est pas trop grave. Donc, on va se dire qu'on est correctement évalué. Maintenant, si on se projette un tout petit peu, en prenant en considération les bénéfices nets attendus en 2026, soit à peu près 39,22 €. Il y a 6 mois, nous avions combien? Il y a 6 mois, nous avions ici 42,90 €. Donc, comme je vous l'ai dit, ça fluctue. Faites attention. OK? Donc, il y a 6 mois, notre hypothèse ici a été plus optimiste que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on s'attend du 980 € à 25 fois les bénéfices, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Et la dette nette peut inclure des loyers ici. Donc, toujours aller vérifier la dette nette dans les rapports financiers parce qu'il faut reconstruire généralement les free cash flow, etc. Donc, si on regarde ici la dette nette, prix ici sans ajustement, c'est 54,41 €. OK? Donc, si on prend le 980 € ici, 980 moins 54,4, ça donne ceci, à peu près 925 €. Par rapport au prix actuel, voilà, dites-vous, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Si on prend également l'équation du point de vue rendement, 39,22, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 862 € une entreprise qui pourrait rapporter 39,22 € d'ici 2026, soit un rendement sur coût de 4,54%. En réalité, je dirais que je ne surpaye pas pour la croissance future, mais ce n'est pas un prix exceptionnel non plus. D'accord? À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Mon avis, c'est mon avis.
D'accord? Il faut payer. Ici, on veut maximiser ici nos rendements par rapport à nos prix d'acquisition. Ce qui veut dire ici que moi, je cherche du 8% généralement. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on attend en 2028, 2026, j'aimerais l'acheter avec un rendement déjà de 8% en date d'aujourd'hui si on me distribue la totalité des bénéfices nets en dividende, soit 500 euros. Et ça ne me dérangerait pas d'aller à 600 euros ou bien 650 euros, comme par exemple la dernière vidéo ici, on avait un prix assez intéressant et je voulais mentionner. Donc, tout va dépendre du rendement que je recherche. On s'entend également que la croissance au-delà de 2026 pourrait continuer. Du point de vue dividende, donc, vu qu'on a cette information, nous avons une entreprise ici qui, en date d'aujourd'hui, si elle distribue la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez 3,57%. Et quand je parle de bénéfices nets, je parle de free cash flow pour nous, vu qu'on a vérifié. Vous aurez 3,57%. Elle paie un dividende de 1,51 ici, donc il y a une marge de manœuvre de croissance. Donc, il ne serait pas étonnant de voir la croissance des dividendes de plus en plus élevés dans le futur. Rappelez-vous également qu'elle rachète des actions, donc il y a le shareholder yield. Quand on prend ici la somme totale qu'on a dépensée pour le rachat d'actions et le dividende, ça nous donne combien, quel est le rendement qu'on obtient. Donc ici, elle a les moyens de payer ce dividende. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Maintenant, à vous de voir. Il suffit juste pas de regarder ici et se dire que oh, c'est 1,51%, c'est petit. Non. Elle peut aller jusqu'à 3,57%. C'est ce que vous devez vous dire. D'accord? Et si on prend en considération la croissance, ici, on peut aller à 4,6%. Maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Moi, la conclusion sera simple. Le prix actuel est juste correct, sans plus. Maintenant, si les attentes des analystes changent, etc., on pourra s'ajuster avec le temps. OK? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la Top Newsletter ainsi que le service Top Analyse où je présente généralement des analyses qualitatives plutôt sur les entreprises qui me semblent sous-évaluées. Donc, je lis, j'écoute les conférences calls et je présente l'entreprise. Je fais également le suivi des entreprises précédemment mentionnées. Essentiellement, c'est un mix des deux, que ce soit des entreprises à dividendes ou pas du tout. Le problème, la chose la plus importante, c'est d'abord la qualité du business. D'accord? La qualité ainsi que le prix. C'est ce qui nous intéresse. Donc, sous-évalué et qualitatif. Et on fait également le suivi. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Le lien est dans la description de la vidéo ici. Et dites-moi ici, si LVMH au prix actuel, quel est votre objectif de prix? Moi, vous le connaissez. Et vous, c'est lequel? Merci.